Merci, Monsieur le Premier ministre. Le thème aujourd'hui, c'est la Chine hors de Chine. Mais quel beau titre vous avez choisi pour cette 10e session de votre colloque sur la Chine. Mais en fait, comme vous le dites, c'est très malicieux parce que sous des dehors innocents, ce titre pose en réalité plusieurs questions essentielles. Et tout d'abord, la plus évidente. Quel rapport la Chine entretient-elle avec son extérieur? Alors, on a aujourd'hui beaucoup parlé des Chinois d'outre-mer, des Chinois vivant à l'étranger, et vous en avez écouté deux au moins tout à fait exceptionnels. Monsieur Bhumie Ratanavan, que je connais depuis plusieurs dizaines d'années, et puis, à l'instant, Tsai Ming-kuo, que je connais depuis moins longtemps, mais qui m'a laissé, tout comme Bhumie, une impression extrêmement profonde. Bhumie tout à l'heure a rappelé qu'il y a finalement à peu près 50 millions de Chinois vivant à l'étranger, mais malgré leur nombre, et comme l'a rappelé le ministre Le Guen, ils ne posent pas de problème. Pourquoi? Comment expliquer cette situation? Eh bien, je répondrai de façon très simple, en tant que Chinois d'outre-mer moi-même, qu'ils suivent cette règle d'or que mes parents m'ont toujours enseignée. Il faut garder notre signité, mais en même temps, il faut comprendre tout ce qui fait la France. Il y a quelques années, un journaliste avait interviewé Bhumie. Il lui avait posé cette question en disant « Mais au fond, monsieur, est-ce que vous êtes plus chinois ou est-ce que vous êtes plus français ?» Il a eu cette réponse que je me rappelle encore. Elle a dit « Je suis 100% chinois et 100% français. » Alors, j'ai une réaction un peu, je dirais, mitigée, disparate, parce que j'ai pu l'analyser de trois angles différents. L'ancien étudiant en mathématiques que je suis s'est un peu étranglé. Bon. Le Marseillais que je suis, grand admirateur de Marcel Pagnol, s'est rappelé la fameuse recette du mandarin picon. Bon. Mais en tant que Chinois d'outre-mer, je ne peux dire que je l'approuvais à 100% également. Alors, au-delà de cette question de rapport que la Chine entretient avec l'étranger, se pose en fait une question, je dirais, quasiment philosophique. C'est qu'est-ce que la Chine? Habituellement, vous savez qu'un pays se définit par l'histoire, par la géographie, par l'unité d'un peuple, une religion, une langue. Bon. Catégorisation et parfois par un ensemble de plusieurs de ces facteurs. Mais à cette catégorisation simple échappent deux grands pays, les États-Unis et la Chine. Le premier se définit par sa constitution et le second par sa culture. Il y a quand même d'autres lignes sur lesquelles on peut appréhender la Chine. Suivons par exemple le conseil qu'a donné Paul Andreu tout à l'heure. Donc prenons l'histoire. Quand on essaie de vivre l'histoire et de l'analyser, c'est parfois assez difficile. Il y a des événements que l'on considère très importants et finalement le recul donné par le temps montre que ce qu'on prenait pour une immense montagne n'était finalement qu'un petit monticule. À l'inverse, on peut aussi, tel Fabrice à Waterloo, vivre de véritables événements historiques et ne pas s'en rendre compte. Cependant, j'ai l'impression qu'actuellement, nous vivons effectivement un tournant de l'histoire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a vraiment l'impression que pour la première fois dans l'histoire, on assiste à l'entrée de la Chine dans le concert des nations. Tout à l'heure, Tsai Ming-kuo a rappelé un personnage très important qui est l'amiral Zheng He. L'amiral Zheng He est quelqu'un de peu connu en Occident et même peu connu en Chine. C'était un amiral qui vivait au XVe siècle et 70 ans avant Christophe Colomb, il avait fait un certain nombre d'expéditions qui l'ont amené au Moyen-Orient et même jusqu'à la pointe de l'Afrique. Et il disposait pour cela d'une flotte qui était bien plus imposante et de moyens de navigation beaucoup plus perfectionnés que le navigateur génois.
Mais alors que la découverte de l'Amérique par les Européens a été suivie par la conquête de tout le continent américain, comme l'a rappelé Tsai Ming-kuo, les Chinois s'étaient retirés sans bruit des régions qu'ils avaient explorées, en laissant des cadeaux et des souvenirs. Le concert des nations commençait, mais les Chinois l'avaient quitté sur la pointe des pieds. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, comme l'ont rappelé ce matin les professeurs Badi et Fouché. Et les Chinois l'annoncent cette fois-ci haut et fort. Leur ambition porte un nom un peu bizarre. Alors, il y a le nom chinois, donc rappelé par M. Fouché ce matin, Ita Ilu, que bien sûr les Français ont du mal à comprendre, et les Chinois ont pris un autre nom un peu anglais, mais également un peu barbare, au bord. One Belt, One Road. Et l'esprit raffiné des Français rejette évidemment cet acronyme barbare et lui préfère le nom beaucoup plus poétique et romantique de Nouvelle Route de la Soie. Mais en fait, je considère personnellement que c'est une double erreur. Parce que quand on l'appelle Nouvelle Route de la Soie, d'abord, on donne l'impression que la Chine cherche simplement à faire revivre un passé ancien, et ensuite, parce qu'on s'égare, à mon sens, sur la signification profonde de ce qu'est au bord. Les routes de la soie étaient une voie de passage importante, de communication, qui ont permis l'échange de marchandises, d'idées et de culture. Mais au bord, en fait, est beaucoup plus que cela. Et rappelons-nous ce que nous disait le professeur Christian de Boissieu, « Money is power ». Qu'est-ce que au bord? Eh bien, en fait, au bord, en une phrase, sera une zone yuan, de même qu'il existe une zone dollar et une zone euro. Mais s'écrira-t-on, les choses n'ont pas de cohérence. Parce que comment interpréter cette politique où d'un côté, donc, la Chine s'oppose à nombre de ses voisins, question de la mer de Chine du Sud, comme on l'a rappelé ce matin, par des revendications territoriales donc très fortes, et en même temps, de l'autre, propose une coopération économique approfondie. Eh bien, c'est le dernier volet que je me permettrai d'évoquer, Monsieur le Premier ministre, et pour cela, je vais faire appel à une personne que nous aimons bien tous les deux, le philosophe François Julien, et qui ne peut qu'être présent dans ce type de débat. François Julien nous fait comprendre que dans une conception aristotélicienne du monde, où les mathématiques règnent en maître, la contradiction est intolérable. On en a fait découler l'esprit scientifique, mais aussi la binarité du monde. On est ami, ennemi, on est le bien ou le mal, on est dedans ou dehors. Ce sont des couples antagonistes dans lesquels il faut choisir son camp. Mais nous savons qu'il n'en est pas de même en Chine. Dans un de ses derniers essais, François Julien a étudié le paysage et fait remarquer que paysage est en français un mot issu de pays, c'est une portion de pays. Et fait remarquer que dans toutes les langues européennes, on est dans la même situation. Je n'en connais que peu, mais prenons l'anglais par exemple, paysage landscape, ça vient de land, morceau de pays. Comment dit-on paysage en chinois? Eh bien, paysage en chinois se dit shan shui, qui signifie montagne et eau. Et montagne et eau, il faut bien comprendre que c'est une tension. La montagne est haute, l'eau est basse. La montagne est immobile, l'eau est mobile. C'est une tension qui crée le paysage. Ce n'est pas une portion simplement de pays. C'est-à-dire que dans le paysage chinois, tout est mouvement, tout est acte, tout est contradiction, et tout est une tension, donc, et la tension, c'est le mouvement, c'est ce qui fait avancer les choses. François Julien fait remarquer, d'ailleurs, à la fin, que un des signes les plus caractéristiques de la peinture occidentale, une notion très importante, l'horizon, cette ligne qui sépare le ciel de la terre et qui est au maximum, au fin fond de ce que peut embrasser le regard, cette ligne qui sépare les deux, n'existe jamais dans le paysage chinois. À tel point d'ailleurs que le mot horizon ne se traduit même pas en chinois.
Ces considérations que je vous expose n'intéressaient jusqu'à présent que les spécialistes et les philosophes. Mais il va falloir désormais que tout le monde s'y intéresse, car ces notions sont en train d'envahir notre vie quotidienne. Voulez-vous que je vous en donne une preuve? Elle est très simple. Quand François Hollande et Angela Merkel pressent la Grande-Bretagne de mettre en application le fameux article 50 après le référendum du Brexit, ils sont dans la droite logique de la pensée aristotélicienne. Il faut être dedans et dehors. Mais quand Theresa May, nouveau Premier ministre de Grande-Bretagne, ne répond pas, n'est-ce pas le signe qu'elle est la plus chinoise des Européennes ?